deuxième partie de la vidéo sur The Shape of Water. Dans ma première partie, j'avais en gros développé deux arguments pour contredire l'idée qu'Elisa est une héroïne humaniste, sacrificielle et généreuse, qui va développer des sentiments pour l'amphibien et décider de le sauver, motivée par des convictions idéologiques, voire philosophiques, produits de son empathie exceptionnelle. Pour résumer, ce qui pour moi contredit cette perception du personnage, c'est que 1. Elisa est elle-même un amphibien, au moins à 50%. Donc tout le discours sur l'ouverture à la différence est caduque. 2. Elle est motivée par son désir de se reproduire, ce qui contredit les motivations humanistes. Et 3. Elle n'est aucunement sensible aux dynamiques qui régissent le monde qui l'entoure. Elle ne se distingue pas par la force de son empathie, mais au contraire par une empathie sérieusement défaillante. J'ai déjà dressé une longue liste des failles de son plan, mais je me rends compte qu'en fait, c'est tout aussi significatif de souligner ce à quoi elle a pensé. En gros, Elisa, elle a juste pensé « je veux sauver l'amphibien, il faut que je le sorte de sa cellule », donc elle pense au chariot à linge sale. Ensuite, elle réalise qu'elle ne pourra pas sortir de la base avec le chariot à linge sale, qu'il lui faut un véhicule. Donc elle a besoin de quelqu'un pour conduire ce véhicule, et elle a besoin que ce véhicule rentre et vienne chercher la créature là où elle devra s'arrêter avec le chariot à linge sale. Elle comprend qu'elle a besoin de Gilles, et ça s'arrête là. Son plan, c'est juste ça. Il faut que je sorte la créature sans qu'on la voie. Il faut que j'ai un véhicule pour rentrer à l'appartement. Voilà. Et elle demande à Gilles, parce que Gilles est son colocataire. Parce que Gilles est la personne qu'elle a sous la main. Elle pense pas à Zelda, elle pense pas à l'espion russe. Et elle ne pense surtout pas aux conséquences de cette action, c'est-à-dire l'enquête qui va être menée, le fait qu'elle n'aura pas pointé, le fait que Zelda va la chercher. Elle a rien dans la tête, Elisa. Son plan, il est complètement stupide et simpliste. Mais au-delà de ça, ce qui représente un argument encore plus fort pour ce qui est du fait qu'elle n'est pas humaniste, qu'elle n'est pas généreuse, qu'elle n'a pas de conviction idéologique qui la pousse vers la défense des victimes, des opprimés, de la différence, des parias, c'est que son plan contient une trahison de Zelda et de Gilles. Gilles, c'est un personnage que je trouve très intéressant, parce qu'à cause de son homosexualité, on aura tendance à s'aveugler à son véritable arc narratif, qui est qu'il ne supporte pas son âge. Il a des difficultés à vendre ses peintures, il a perdu son emploi, et c'est très facile de se dire que derrière son renvoi, il y avait une homophobie latente. Sauf que la personne qui l'a renvoyé, elle est homosexuelle également, et c'est probablement son ex. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est que Bernie, il a certainement renvoyé Gilles parce que Gilles veut continuer à peindre alors que les temps ont changé et tout le monde s'en fout de la peinture. Donc Bernie, il l'a viré pour le pousser dans ses derniers retranchements et l'amener à faire de la photographie. Et une fois qu'il aura effectué ce changement, Bernie sera prêt à se remettre avec Gilles. Sauf que Gilles, il s'entête parce qu'il ne supporte pas d'avoir son âge. On le voit dans le discours qu'il tient à Elisa sur le fait que s'il pouvait donner des conseils à son jeune moi, il se dirait de faire plus l'amour et de prendre plus soin de ses dents. Et on le voit dans son amour secret pour le jeune serveur du café, qui doit avoir 30 ans de moins que lui. Dans la scène où Gilles se fait virer du café, c'est facile de croire que la problématique tourne autour de l'homophobie. Mais parce que le serveur vire également des noirs, je pense qu'il y a un petit piège. C'est-à-dire que le film nous tend un amalgame au bout d'une perche qui serait de penser que si tu es raciste, tu es probablement homophobe. Et si tu es homosexuel, alors tu ne peux pas être raciste. Je pense que le garçon du café, il est homosexuel. Il aime beaucoup la conversation avec Gilles. Il a compris que Gilles était homo. Et si il le complimente, c'est parce que il voit en lui un mentor potentiel. Il aimerait bien que Gilles lui dise ce qu'il a dit à Elisa, c'est-à-dire « Écoute, gamin, ce qui est important, c'est que tu profites de la vie, couche avec autant de mecs que tu peux et prends soin de tes dents. » Le gamin du café, il pourrait valoriser Gilles dans ce qu'il est réellement. Mais Gilles, il veut juste qu'on lui fasse croire qu'il est jeune. Or ça, le serveur, il le considère comme une perversion. Le fait qu'une personne qui a à peu près
30 ans de plus que lui, essaye de flirter avec lui. Non, ça passe pas. Si je développe tout ça, c'est pour bien mettre en avant que l'arc narratif de Gilles tourne autour de son incapacité pathologique à accepter son âge. Quand même, quand il en parle à la créature, il dit que quand il se regarde dans le miroir, il se reconnaît pas. Gilles, il souffre d'un trouble grave. Et que va lui demander sa copine muette? De se faire passer pour un mec qui approche de la soixantaine aux yeux d'un beau jeune soldat. Elisa le confronte exactement à ce à quoi il essaye d'échapper désespérément. Elle n'a aucune empathie. Et du côté de Zelda, c'est la même chose. Je pense que Zelda est homosexuelle. Ce qui expliquerait la relation pourrie qu'elle entretient avec son mari, parce que je veux bien que son mari ce soit un boulet, elle se plaint pas de devoir lui faire à manger ou de faire le ménage, elle se plaint de devoir lui beurrer ses tartines. Il y a un problème vraiment grave dans leur couple. Et ce problème justifierait parfaitement qu'elle le quitte. Sauf qu'elle parle jamais de le quitter. Et elle parle jamais de le tromper. Je pense que tous les services que Zelda elle rend à Elisa, c'est pour que Elisa la remarque. Alors que Zelda elle a déjà quelqu'un qui l'a remarqué, Yolanda. Et Yolanda, elle est dégoûtée de voir Zelda rendre autant de services à une femme qui n'en a rien à faire. Mais bon, sans aller aussi loin qu'affirmer l'homosexualité de Zelda, on peut voir de toute manière qu'elle cherche la gratitude. Et il aurait suffi à Elisa de lui demander de l'aide pour que Zelda s'implique. À la place, Elisa, parce qu'elle ne met pas Zelda au courant, elle se construit un obstacle insurmontable. Donc encore une fois, je développe tous ces éléments pour souligner que Elisa souffre d'une empathie défaillante. Elle ne comprend pas ce qui se passe autour d'elle. Et ça contredit l'idée qu'elle puisse être une héroïne humaniste, sensible, profonde et empathique justement, sacrificielle et tournée vers le bien-être des autres. Alors maintenant, je voudrais aborder l'aspect le plus hilarant et le plus génial du film. La relation sexuelle entre Eliza et la créature. Quand je suis allé voir le film, je savais déjà qu'Eliza allait coucher avec la créature, je sais plus pourquoi, sans doute parce que de toute façon c'était placardé partout dans la presse, mais bon, je sais plus. Ça me faisait ni chaud ni froid, parce que bon, voilà, la belle et la bête. En vérité, on est déjà habitué à voir des amours transespèces qui ne sont pas choquants. Pareil pour dans Star Wars ou dans Star Trek, il y a énormément de relations entre des humains et des monstres qui en fait peuvent se résumer à l'une des deux personnes du couple est extrêmement laide. Mais que ce serait juste ça, la monstruosité de la personne serait juste, elle est vraiment très moche, et admettons, elle a un langage particulier. Mais à part ça, c'est juste, il n'y a aucune autre différence, c'est basta. Genre, ils sont compatibles sexuellement, ils peuvent avoir des enfants, ils ont les mêmes émotions, ils ont des objectifs dans la vie. Bref, il y a énormément de relations humains-monstres qui ne sont pas tant des transgressions que ça, donc je m'attendais pas à être particulièrement choqué par ce que j'allais voir dans le film. Surtout que personne ne semblait choqué. Or, quand j'ai vu Eliza entrer dans la salle de bain nue, j'ai eu un mouvement de recul et je me suis dit non, 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 non. Le développement de leur relation ne justifie absolument pas l'acte sexuel. Personnellement, j'aurais eu besoin d'un élément comme par exemple Eliza donne un nom à la créature, ou la créature dit à Eliza qu'elle est attirée par elle au travers du langage des signes. J'aurais eu besoin d'éléments comme ça. Ou alors, ils s'embrassent, même si j'avais pas vraiment envie de voir ça. Ou la créature essaye de déshabiller Eliza et Eliza est un peu troublée. Et j'aurais eu besoin d'Eliza qui pondère la question, qui se dit merde, mais est-ce que c'est pas monstrueux de faire ça? Est-ce que c'est pas quelque chose d'interdit qui ne devrait pas être fait? Or non, ils se connaissent depuis 5 minutes. Bon, elle lui a sauvé la vie, d'accord, mais on est censé croire qu'elle lui a sauvé la vie pour des raisons idéologiques, pour lui éviter d'être la victime d'un système fasciste contre lequel elle se rebelle. Elle lui a pas sauvé la vie pour tirer un coup. Donc quand j'ai vu la relation sexuelle arriver dans le film,
J'ai juste trouvé qu'elle arrivait comme un cheveu sur la soupe, c'était choquant. Et ça m'a fait rire, quoi. Ça m'a fait rire de gêne, en quelque sorte. J'ai fait, oups, tu vas passer à la casserole, toi. Et je me rends compte que je suis déjà presque à 10 minutes et que je vais mettre fin à cette vidéo. Puis je vais faire une troisième partie, tant pis, parce que j'ai encore plein de trucs à dire. Plein de trucs à dire bien glauques donc sur ce rapport sexuel entre Eliza et la créature. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à lancer la suivante.